Bonjour et bienvenue. Nous sommes rentrés dans un nouveau paradigme. Alors dans quel type d'investissement il faut investir en 2020, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors dans quoi investir? Ça c'est la grande question qu'on retrouve dans tous les journaux financiers, qu'on retrouve aussi à la télé, dans absolument toutes les publications. Malheureusement, on n'a pas de boule de cristal, donc c'est très difficile de répondre à cette question. Maintenant, je vais essayer de vous donner quelques pistes pour 2020. Pourquoi? Parce qu'on est en train de changer de paradigme, on est en train de changer de monde. On se rend compte que les choses évoluent. Elles n'évoluent pas aussi vite qu'on l'a anticipé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on anticipe une crise, ça met toujours 3 ans, 6 ans, 9 ans ou 10 ans avant de se transformer en réalité. Souvent de fois, les crises se passent en plusieurs phases et c'est très difficile d'avoir un parfait timing. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des enjeux qui sont considérables. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement en 2019? On a vu qu'il y avait énormément de choses qui se passaient au niveau mondial. On voit qu'il y a des guerres commerciales. Ces guerres commerciales entre la Chine et les États-Unis, c'est presque un feuilleton, c'est presque un jeu de théâtre. Puisqu'en fait, un simple tweet va faire s'effondrer les marchés ou un simple tweet va faire les marchés complètement exploser à la hausse. On a eu ce premier événement en octobre 2018, donc on a eu une chute assez importante des marchés financiers. Évidemment, depuis, ça s'est bien repris, mais on voit bien que c'est un jeu de théâtre. On voit que chaque jeu d'annonce, même s'il n'est pas suivi d'effet, va impacter directement les marchés financiers. Et au final, l'investisseur, lui, se retrouve un peu piégé, un peu perdu. Il va perdre 15% sur le CAC 40 et 3 mois plus tard, on remonte de 15%. Donc en réalité, c'est très très volatile. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on arrive en fin de cycle. Et les fins de cycle sont très révélatrices de cette ambiance-là. Elle oblige les banques centrales à faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter d'avoir un dévissage des marchés financiers. Donc il y a vraiment un grand jeu aujourd'hui, une construction d'un château de cartes. C'est un peu comme si on construisait un château de cartes, c'est-à-dire qu'on va complètement inonder les marchés de liquidité, ce qui crée en fait une situation assez bizarre où d'un côté on a des nouvelles économiques qui sont moyennes, voire même très médiocres. C'est le cas pour l'Allemagne, c'est le cas pour les États-Unis, on voit qu'il y a un ralentissement. On voit aussi qu'on a eu une inversion des courbes sur les taux d'intérêt des obligations d'État. Donc si on regarde un petit peu les chiffres, on sait que cette inversion de courbe va mener directement à une récession. Les statistiques sont claires là-dessus, il y a 9 chances sur 10 qu'on arrive en récession. Voilà. Et en fait, ces signes-là sont très mauvais. En revanche, les banques centrales, pour pouvoir continuer cette espèce de jeu de bento ou ce jeu de chaises musicales qui vont attirer encore des capitaux vers la bourse, en fait, elles vont tout faire pour pouvoir faire monter les marchés, en tout cas éviter qu'ils baissent. Donc le contexte est un peu celui-ci. On a la guerre commerciale d'un côté, on a aussi tous les soucis qu'on peut entendre sur le Brexit, sur aussi les difficultés politiques en Italie. On voit que depuis quelques jours, ça s'arrange. Évidemment, c'est un jeu de théâtre, donc ça va s'arranger. On voit que le Brexit, finalement, ça ne va pas se faire ou ça va être complètement repoussé. Tout ça, c'est du théâtre. Il faut être bien clair qu'il n'y a rien de réel là-dedans, c'est du théâtre de A à Z. Et en réalité, on sait que les milieux d'affaires sont très très soucieux pour le Brexit. On sait que les milieux d'affaires n'aiment pas trop non plus ce qui se passe en Italie. Et donc là, pour eux, ça s'arrange un petit peu. On sait aussi qu'il y a, et moi je pense que c'est le sujet le plus important, une guerre des monnaies qui est en train de se déclencher entre le yuan qu'on cherche à dévaluer et également on cherche à rendre les USA de plus en plus compétitifs. Donc il y a vraiment un enchaînement de choses qui nous font penser en fait à une fin de règne, à la fin du système financier. Évidemment, ça peut prendre 5 ans ou 10 ans encore, ça c'est sûr. Le timing pour un système financier, c'est extrêmement difficile à
à anticiper. Pourquoi? Parce qu'on est sur des temps longs, on est sur des temps d'une centaine d'années à peu près sur des cycles, donc on n'est pas à 4 ou 5 ans près. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans l'actualité. Évidemment, donc nous on doit prendre en considération tous ces faits-là, tous ces changements de situation. Ce qu'on a pu voir en fait dernièrement, c'est deux faits assez marquants. Premièrement, c'est les prix de l'immobilier. Donc sur le plan de l'immobilier, on voit que les marchés sont en train de monter de manière assez exponentielle sur le marché parisien, sur toutes les grandes villes. Par exemple, on a Bordeaux qui a vraiment explosé, on a quasiment 10% de hausse depuis quelques temps. On a Nantes, on a Marseille, on a Lyon, on a Paris évidemment. On commence à avoir tout un tas d'articles qui disent que l'immobilier à Paris est à 10 000 euros. Ça fait quand même assez longtemps que j'entends ce genre de choses, donc je suis assez étonné de voir que la presse continue à publier des choses qui sont déjà passées il y a quelques temps. Donc voilà, il y a cet environnement-là est assez spécial. Donc on a vraiment des hausses des prix qui sont assez décorrélées avec la hausse des loyers. En réalité, les loyers stagnent, ils montent un tout petit peu dans les grandes villes, ils baissent un tout petit peu quand on est plus en province. Et surtout, en fait, on voit une hausse spectaculaire de l'immobilier. Donc la question à savoir, est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier? Ma réponse est un peu mitigée dans le sens où dans les grandes villes, ça devient très cher, ça devient complètement déconnecté de la réalité. À Bordeaux, les salaires ne sont pas ceux de Paris, donc je ne vois pas pourquoi on aurait des prix au mètre carré qui commencent à fuser. On a vu des 10 000 euros du mètre carré se faire sur Bordeaux dans les beaux quartiers. Ça, c'est pas tout à fait logique. Les loyers ne suivent pas. Et surtout, les revenus des ménages ne suivent pas. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Les gens qui peuvent se permettre d'investir dans les grandes villes, c'est essentiellement les retraités ou ceux qui ont des gros revenus, donc les cadres sup. Donc aujourd'hui, cet environnement-là, en fait, il est instable dans le sens où c'est pas logique qu'on ait une augmentation de 10% des prix de l'immobilier à Bordeaux ou dans des grandes villes, alors que derrière, les revenus ne montent pas et que derrière, les loyers ne suivent pas. Donc il y a une décorrélation, attention donc, moi j'irais clairement sur des marchés quasiment pas touchés ou très peu touchés par la bulle, enfin la folie spéculative, c'est la province. Donc on va être plutôt dans des petites villes en dessous de 50 000 habitants et au-dessus de 1000 à 2000 habitants. Donc dans ces villes-là, en fait, il n'y a pas de marché locatif ou très peu. En fait, il y a très peu de locatifs disponibles. Le locatif disponible est souvent peu ou pas rénové. Donc quelque part, ça fait vraiment une distinction, ça fait une différence et on se retrouve vraiment avec quelque chose d'intéressant. Donc si vous voulez investir dans l'immobilier, je pense que c'est une bonne idée. On a des taux qui sont extrêmement bas, qui expliquent aussi en partie cette hausse. Les taux, c'est juste incroyable. On arrive à avoir aujourd'hui du 20 ans à 0,8%. Donc ça, c'est juste incroyable. J'ai aucun de mes investissements avec un crédit à moins de 1%. Donc aujourd'hui, évidemment, l'argent devient gratuit et on a tout un tas de signaux qui sont plutôt contradictoires. On a par exemple le rendement obligataire à 10 ans sur la dette française qui est quand même assez colossale et qui commence à être un peu inquiétante aussi, qui est descendu à moins 0,5% il y a quelques jours. Maintenant c'est remonté un petit peu, mais on sait que l'État français aujourd'hui gagne de l'argent à s'endetter. Donc c'est assez étrange. Est-ce que ça va durer? Ça je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la hausse des taux va faire très mal. Donc sur le marché immobilier, sur le fonds de l'immobilier, si on a une stratégie d'investissement, je dirais qu'il n'y a pas trop de soucis parce que même si on achète un peu cher, si le cash flow est suffisant, on va avoir quelque part rien à payer. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, si on est sur la résidence principale, on ne va pas voir les choses de la même manière parce que généralement, un investissement locatif, on va le garder 15 ans, 20 ans, etc. On va le garder sur du très long terme, on va le mettre en location. Ça ne pose pas de souci d'arriver à la fin de l'échéance. Si maintenant vous êtes parisien ou nantais ou bordelais et que vous voulez acheter une résidence principale et qu'il vous faut pour ça faire un crédit de 500 000 euros pour pouvoir acquérir une maison et que dans le même temps on a un retournement du marché,
Comme la durée de détention, c'est en moyenne 7 ans sur le marché de la résidence principale, ça veut dire que dans 7 ans, si jamais l'immobilier est en dessous, en fait, vous allez encaisser une perte. Et il y a même des cas, en fait, on l'a vu à Paris dans les années 90, il y a des cas, en fait, où vous vendez le bien et il vous reste encore un crédit à rembourser. Donc ça, c'est très pénible, surtout si vous êtes assez mobile, surtout si vous êtes jeune et que vous avez un jour besoin de revendre pour acheter plus petit. Mine de rien, ça pose un gros problème. C'est que en fait, vous achetez l'immobilier trop cher dans les grandes villes actuellement. Donc attention à l'immobilier dans les grandes villes. Sur les villes de province, on sait que c'est beaucoup plus calme, hein, ça a baissé à peu près partout depuis 2008. C'est revenu à des prix du mètre carré qui sont corrects. À Angers, on doit être à 2005, mais dès qu'on s'éloigne de 10 minutes, on est plutôt à 1005 du mètre carré. Donc ça n'a rien à voir avec le marché bordelais ou parisien. Évidemment, on aura plus d'espace, on aura, j'irai moins la corde au cou parce que même si vous gagnez 10 ou 15 000 euros par mois ou même 30 000 euros par mois, il va falloir payer. Donc il y a intérêt à ne pas perdre son job. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est si vous achetez de l'immobilier cash, il n'y a pas de débat. Si vous achetez de l'immobilier locatif, quelque part, c'est pas très grave parce que c'est pas vous qui payez et vous pouvez le conserver encore quelques temps, vous n'êtes pas obligé de le revendre. Si c'est une résidence principale et que vous êtes en difficulté pour payer vos mensualités, là ça pose un souci parce que vendre à perte c'est problématique et conserver alors que vous allez dans un autre pays, ça veut dire que le rendement sera peut-être pas bon. Donc immobilier, faites attention là-dessus. Maintenant, on a vu aussi une grosse augmentation du prix de l'or, hein, donc ça c'était prévisible, mais là je trouve que cette hausse est assez spectaculaire. On a eu à peu près une hausse de 20 à 25% depuis les plus bas il y a à peu près 6 mois. Donc cette hausse, c'est vraiment une flambée, alors qu'on sait que l'or, en tout cas les prix de l'or sont manipulés à la baisse de manière évidente. Là aujourd'hui, je discutais il y a quelques temps avec un fournisseur d'or il y a 2 jours et en réalité on se rend compte qu'il y a une demande qui s'accroît en France. C'est assez spectaculaire, pourquoi? Parce que en Angleterre ça fait des mois et même des années que les Anglais investissent dans l'or, achètent de l'or pour se couvrir contre la perte de valeur de la livre sterling. On voit que les Allemands ont fait ça aussi depuis à peu près 1 ou 2 ans qui vont massivement sur l'or, mais on ne l'a pas vu dans les cours tout ça. On sait évidemment que les Chinois, les Indiens et les Russes sont en train d'acheter massivement depuis des années et ça on le voit dans les comptes. Et évidemment, on n'entend absolument pas parler d'or. Il y a quelques articles aujourd'hui qui paraissent, mais c'est étonnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient de dépasser officiellement, il y a 3 jours, il y a 2 jours même exactement, les 1410 euros d'once d'or. Donc en fait, en 2011, on a eu un pic qui était à 1380 à peu près euros par once d'or. Là, on est à 1410, on est monté à 1410 avant de retomber un petit peu ces derniers jours. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'euro est en train de perdre de la valeur par rapport à l'or. Et on le sait, l'or, c'est la seule monnaie, c'est la seule et unique monnaie qui va tenir sur des années et voire des siècles. Donc, l'or, faut-il investir? Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer de mettre une stratégie patrimoniale en place sans utiliser l'or. L'or, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Malheureusement, ça a augmenté assez rapidement, mais heureusement, il y a encore du potentiel, un large potentiel. Il y a même un gros potentiel qui se dessine sur l'argent. Si vous avez loupé cette hausse sur l'or, je dirais c'est pas très grave parce que l'or, on sait très bien que à long terme ou à moyen terme, il va arriver sur des niveaux à 5 000, 6 000 $, voire même beaucoup plus. Moi, mes anticipations, c'est autour de 15 000 $. Donc, si vous voulez acheter, en fait, l'idée, c'est d'acheter de manière progressive, des petites sommes si vous voulez. Moi, j'ai pas mal de mes clients qui ont investi des sommes assez importantes et donc, du coup, on se retrouve avec, ils se retrouvent aujourd'hui avec une plus-value, donc c'est plutôt positif. Mais l'or, il faut quand même investir de manière régulière. C'est un actif qui va contrer la dévalorisation d'une monnaie et donc ça va contrer l'inflation. Donc très important l'or, mettez dans un coin de votre tête, mais globalement l'or c'est quelque chose qu'on va acheter tout au long de sa vie
et mine de rien, les chances de retournement sur l'or sont extrêmement faibles puisqu'on voit que les banques centrales vont inonder les marchés de liquidités, ce qui va dévaluer naturellement toutes les devises. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire rendre l'argent, enfin faire baisser la valeur de l'argent pour que tous les actifs montent, y compris la bourse. Donc ça c'est l'immobilier, oui, mais attention, l'or, je dirais, il n'y a pas de problème, vous pouvez en acheter pour conserver et surtout mettre en place une stratégie anti-crise. Et après, on a d'autres classes d'actifs comme les actions. Évidemment, les actions, on va sortir du marché actions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement survalorisé. Il est valorisé sur des anticipations de hausse qui sont juste impossibles. On voit qu'il y a des signes de retournement avec l'inversion de la courbe des taux. On voit qu'il y a des signes de tension avec les tensions commerciales qui vont affecter évidemment l'Allemagne, la France et tous les pays européens. Donc derrière, ça va impacter la valeur de l'euro. Et évidemment, le marché action, pour l'instant, il navigue un peu à vue. Un des paramètres en fait, qui fait monter ces marchés actions, c'est le buyback. Le buyback, c'est quoi? C'est tout simplement des entreprises qui soit ont trop de liquidités, qui ne savent pas quoi en faire et qui n'ont pas envie d'acheter d'autres entreprises et qui n'ont pas envie d'acheter des actifs ou de l'immobilier. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? En suivant les intérêts de leurs dirigeants, c'est de racheter les actions pour maintenir un prix assez élevé. Et donc, tout le monde y gagne dans l'entreprise, le dirigeant, les actionnaires, les salariés aussi indirectement. Et donc, ce buyback, il est fait souvent avec de l'argent de la trésorerie de l'entreprise, mais il est souvent aussi fait avec de l'argent qui est emprunté à la Banque centrale. Comme ces grandes entreprises, que ce soit du CAC 40, du Dow Jones ou de tous les pays du monde, vont avoir la capacité à s'endetter à des taux quasiment à zéro. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces taux? En fait, cet argent-là, ils se disent, tiens, moi je verse un rendement de 5% annuel, et là en fait j'ai du zéro voire du négatif. Donc j'emprunte de l'argent à taux zéro ou quasiment zéro. Avec ça, j'achète des actions et avec ces actions, j'ai un rendement interne et en plus, je consolide le capital de mon entreprise. Donc ces buybacks, en fait, ont fait monter les marchés de manière considérable. C'est le cas d'Amazon, c'est le cas de Facebook, c'est le cas de toutes les grosses entreprises qui sont vraiment sur les premiers de la liste sur le CAC 40. Donc ces buybacks, ils font quoi? En fait, ils contribuent à une hausse qui est un petit peu artificielle. Si les entreprises rachètent leurs propres actions, quelque part, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et qu'est-ce qui se passera si jamais le marché s'effondre? En fait, en réalité, comme la contrepartie, ça sera les actions, la garantie qui sera prise par les banques vont demander tout simplement de rembourser, en tout cas de vendre une partie de ces actions parce qu'elles considèrent que c'est un petit peu plus risqué. Et à ce moment-là, ça va accélérer la baisse. Donc en fait, c'est un peu comme une montagne. C'est la stratégie de la montagne. En fait, plus la montée est haute et longue, et plus la descente va être raide et longue également. Les actions, on est là exactement dans ce schéma-là, donc on va oublier les actions pendant quelques temps, le temps que ça corrige et que ça revienne à une valorisation normale, et que ça prenne en compte aussi cette fin de cycle que je vous annonçais. Après, sur les autres actifs, évidemment, on va avoir les assurances vie, comme on en a discuté longuement dans plusieurs des vidéos. Les assurances vie, c'est des dettes d'État, des obligations. Aujourd'hui, l'État emprunte à moins 0,5, voire un petit peu plus haut maintenant, mais à moins 0,5. Donc, il y a des fortes chances que les fonds obligataires tombent quasiment à zéro tout le temps. Donc, si vous avez des fonds en euros, ou des fonds obligataires, des fonds d'État d'entreprises ou étatiques, en fait, ça devient très dangereux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont commencer à se dire « voilà, moi j'ai du 0,5 ou du 1% avec mon assurance vie fonds en euros, je sors, je vais acheter autre chose, soit de l'or, soit autre chose. » Le jour où tout le monde a la même idée, évidemment ça va arriver, parce que l'âge moyen des investisseurs, ça va être de plus en plus élevé.
Et donc il y a un moment donné où ces personnes-là qui ont investi pendant des années voient les taux s'effondrer, ils vont vouloir soit transmettre à leurs enfants, soit consommer, enfin utiliser pour consommer, acheter une voiture, acheter une maison, soit pour compléter la retraite qui est en train de fondre comme neige au soleil. Donc il y a vraiment, je dirais, un facteur démographique et un facteur aussi de mimétisme. On sait qu'aujourd'hui les fonds euros collectent un peu plus que ce qu'ils décollectent. On sait que si un jour ça s'inverse, en fait, tout est prêt. Avec la loi Sapin et la loi Sapin 2, tout est prêt pour pouvoir bloquer ces fonds et transformer un capital disponible immédiatement en un capital qui va être versé sous forme de rente. Donc danger, 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 les fonds en euros on oublie, c'est vraiment, je dirais, urgent. Clairement, c'est vraiment l'urgence numéro 1, c'est de sortir de ces fonds en euros. Les SCPI, on est sur des taux qui sont extrêmement bas, donc ça les a valorisés, ça permet de faire ces choses-là. Donc les SCPI aujourd'hui, on est un peu aussi sur le haut du panier. On sait que si jamais les taux remontent, il y a un double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'en fait, si les taux remontent, il y a beaucoup moins d'investisseurs qui pourront acheter des grosses masses de logements à Paris, parce que c'est souvent à Paris que ça se passe, ou à Lyon ou à Marseille, et d'un seul coup, il n'y a plus d'acheteurs. Parce que si les taux remontent, en fait, ça fait un squeeze au niveau du marché. Et là, on se retrouve avec plus d'acheteurs pour les gros lots, la valorisation des biens qui va baisser et surtout les investisseurs qui vont se retrouver avec des rendements qui sont très faibles et des taux qui remontent. Donc, quelque part, à un moment donné, ils vont aussi avoir la tentation de sortir des SCPI pour aller sur l'or, pour aller sur d'autres actifs moins risqués, pour aller sur l'immobilier classique, pourquoi pas. Et à ce moment-là, tout le monde ne peut pas sortir. C'est comme les actions, c'est une part d'immobilier, donc il faut bien la revendre à quelqu'un d'autre. Et si en face, il n'y a personne, les SCPI manquent de liquidité. Donc là, on a un vrai problème aussi au niveau des SCPI. On va oublier les SCPI. Donc si je faisais un résumé assez rapide de la situation aujourd'hui pour 2020, l'idée c'est de rester sur des actifs tangibles. Donc on reste sur l'immobilier, mais l'immobilier pas n'importe lequel, pas dans les grandes villes où ça devient quand même un petit peu délicat. Même si vous faites du Airbnb, etc., il y a un risque de dévaluation ou de dévalorisation du bien. Sur la partie cash, en fait, il va falloir réduire aussi. Sur la partie or, c'est le moment de commencer à consolider, en tout cas de commencer à mettre un petit peu plus en sécurité votre capital. Sur l'argent, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire parce que l'argent, en fait, l'argent physique n'a pas augmenté aussi rapidement, a très peu augmenté depuis les dernières semaines. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur l'argent physique. Et donc après, on est aussi évidemment sur les forêts. Donc là, il n'y a pas de souci. On voit que les assureurs en ce moment sont en train d'acheter massivement des forêts. Donc pourquoi pas, même si le rendement est faible, c'est défiscalisé et on a un capital qui va prendre de la valeur un petit peu comme les pièces d'or. Le rendement est très faible, mais la valeur, elle, va augmenter du fait de la dévaluation et de l'inflation qui va arriver, qui arrive déjà en fait. On ne le voit pas dans les chiffres. Voilà un petit peu pour toutes ces classes d'actifs. Tout ce qui est placement bancaire, évidemment, vous savez de ce que j'en pense. Hein, c'est de la monnaie fiduciaire, c'est de la monnaie qui n'a pas vraiment de valeur. Donc on va oublier, c'est des rendements qui sont extrêmement faibles. Les livrets aujourd'hui sont à des taux, je dirais, défiant toute concurrence en termes de plancher. Hein, on est vraiment à des taux très très bas, voire négatifs. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de conserver son capital et d'aller éventuellement, alors je n'ai pas parlé de devises, mais c'est une bonne idée d'aller sur des devises comme le franc suisse, comme le dollar canadien, dollar australien. Il y a d'autres devises aussi qu'on peut mettre dans son portefeuille. Mais tout ce qui est placement risqué, action, tout ce qui est obligation, aujourd'hui, c'est vraiment à bannir de votre patrimoine et retourner sur quelque chose d'un petit peu plus logique, d'un peu plus plausible. Pourquoi pas une maison à la campagne? Si vous avez toujours rêvé d'avoir une maison à la campagne, c'est peut-être le bon moment d'en acheter une parce que les prix restent très très raisonnables. On est vraiment sur des prix qui sont très stables depuis des années.
et surtout c'est du capital tangible, du capital durable comme j'appelle ça, et qui peut vous permettre de passer toutes les crises. Donc voilà, 2020 en fait ça va changer, et il y a un changement de paradigme qui est en train de se mettre en place depuis 2018. Ça met un peu de temps. Je sais que parmi vous il y a des gens qui se disent oui mais la crise tu comprends, tout le monde en parle depuis des années, etc. Il y a un moment donné effectivement ça va se passer. Maintenant, ce n'est pas une question de crise ou pas de crise, c'est une question de valorisation de capital. Si l'euro se dévalue et que vous faites se dévalue par exemple de 5% et que vous faites du 5% hors fiscalité, vous perdez de l'argent. Donc quel est l'intérêt d'aller investir dans quelque chose de risqué pour gagner rien? Donc autant aller directement sur des placements rentables. Et donc après, il y a l'idée aussi une fois que vous avez bien restructuré votre patrimoine, mis une stratégie de création de patrimoine, une stratégie derrière de protection du patrimoine, et qu'en face vous faites l'optimisation pour avoir un meilleur cash flow, derrière vous avez tous les éléments. Tout est bien mis en place. Vous avez une stratégie offensive, une stratégie défensive, une stratégie d'optimisation entre les deux. Et là, mine de rien, ça va être beaucoup plus simple pour vous d'encaisser n'importe quel choc, que ce soit un choc à la hausse, un choc à la baisse. Et mine de rien, vous êtes paré dans tous les cas de figure. L'objectif, évidemment, on le sait, c'est d'avoir une bonne vision de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, ça va être quelque chose de très bien, parce que le système financier est en train d'être remis en place, remis en cause. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on est en fin de cycle. On sait que ce cycle-là, on est obligé de passer par cette fin de cycle, puisqu'on est sur de la monnaie fiduciaire, on n'est pas sur un étalon or. Donc il y a des cycles qui sont plus ou moins violents. Maintenant, il faut l'accepter et il faut travailler avec, et être relativement serein sur ce qui va se passer, parce que quelque part, on revient à une situation normale, évidemment. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Donc moi, c'est ce que je cherche à faire avec cette chaîne YouTube et avec les formations que je propose. C'est vraiment de vous apprendre à être parmi les gagnants de n'importe quel type de situation, que ce soit une situation euphorique comme aujourd'hui, ou une situation de crise qui justement arrive juste après. Donc voilà, j'ai fait un petit tour, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en bas de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, l'objectif c'est vraiment de répondre à toutes vos questions sur la finance, sur les placements, sur l'or, sur l'immobilier, sur l'optimisation fiscale, donc tous les thèmes de la gestion de patrimoine en général, SCPI, etc. Et évidemment, 2020 s'annonce très bien si vous faites les bons choix, et évidemment si vous faites l'autruche et que vous laissez les choses se faire telles qu'on vous les a appris, que ce soit en école de gestion de patrimoine ou que ce soit dans les journaux financiers ou à la télévision, évidemment là vous allez aller sur les fonds en euros et ça ne va pas forcément bien se passer. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, posez votre question juste en bas et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.